On peut s'attendre à une réforme curriculaire au Sénégal au vu de la volonté manifeste des nouvelles autorités d'introduire l'enseignement des langues nationales à l'école, mais aussi d'adapter les contenus aux réalités de notre société. Sénégaliser les contenus ne peut être que salutaire car un curriculum plonge ses racines à la fois dans l'histoire du système éducatif et dans les valeurs de la société dans laquelle il s'inscrit, explique Philippe Jonard et ses collaborateurs. Ils ajoutent que la transposition d'un curriculum d'un environnement à un autre conduit le plus souvent à l'échec, comme cela a été notamment le cas des projets avortés de curricula européens ou canadiens pour l'éducation de base en Afrique. Mais vouloir n'est pas pouvoir en matière de réforme curriculaire. Wireless et ses collaborateurs renseignent que 90% des nouveaux curricula échouent dans leur implémentation parce que les spécialistes chargés de leur mise en œuvre ne disposent pas des compétences et des connaissances nécessaires. Auparavant, Sarasson note que beaucoup de réformes éducatives n'aboutissent pas parce que les responsables n'ont qu'une vision limitée de la culture de l'école. C'est justement pour s'assurer de la réussite d'une réforme curriculaire que Philippe Jonard et ses collaborateurs ont identifié 3 phases qui sont essentielles à leurs yeux à la mise en œuvre d'un nouveau curriculum. La phase 1 correspond à une étape d'appropriation du nouveau curriculum par des acteurs. Mais il faut préciser que ce curriculum qui sera livré à ce stade sera généralement loin d'être achevé. Certains spécialistes parlent ici d'expérimentation ou de mise à l'essai afin de souligner le caractère provisoire du curriculum proposé et la volonté des concepteurs d'impliquer les acteurs de terrain dans son amélioration. Les auteurs font remarquer qu'en matière de développement curriculaire, la phase d'appropriation par les acteurs de terrain est généralement précédée par des validations auprès de commissions techniques constituées de spécialistes ainsi qu'auprès de commissions représentatives de la société civile. Cet aspect est d'autant plus important qu'un changement de curriculum comporte des enjeux qui dépassent largement le champ éducatif. La phase 2, quant à elle, correspond à une étape de stabilisation des pratiques. En effet, à ce stade, expliquent les auteurs, il convient de bien percevoir que l'ambition des autorités éducatives ne se limite pas à mettre le curriculum à la disposition de tous, mais qu'il s'agit aussi de s'assurer que celui-ci sera réellement mis en œuvre conformément à la vision qu'en avaient ses concepteurs. Il s'agit là d'un enjeu important car on sait depuis longtemps que le curriculum tel qu'il est défini par les autorités éducatives est fréquemment détourné, consciemment ou non, par les enseignants pour l'accommoder à leur propre vision. On parle dans ce cas de curriculum caché. Enfin, la phase 3 se caractérise par l'intégration du curriculum aux pratiques routinières de la classe. On peut parler de généralisation. Le passage à cette 3e phase, à propos de laquelle certains auteurs parlent de maintenance, se marque également par la capacité des enseignants à innover par rapport au curriculum et à devenir des acteurs responsables du processus permanent d'amélioration de celui-ci. Si ces 3 phases sont respectées, on peut nourrir l'espoir que le nouveau curriculum sera accepté par les enseignants et les partenaires de l'école. Autre précision, le cheminement entre les 3 étapes décrites plus haut est rarement linéaire. Il faut un incessant va-et-vient pour approfondir les processus mis en œuvre.